Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un texte au titre assez percutant, Mémoricide. Oui, un titre fort. Alors attention, ce n'est pas une analyse historique classique, hein, c'est une vision très personnelle, très critique de la France actuelle par son auteur. Notre objectif ici, c'est vraiment de décrypter cette perspective, de comprendre un certain regard sans porter de jugement sur les opinions exprimées. Exactement. C'est un texte qui transpire, comment dire, une urgence, presque une blessure en fait. L'auteur y voit un déclin et il construit toute sa pensée autour d'un mot qu'il a créé, le mémoricide. Le mémoricide. C'est vraiment ça le cœur du réacteur, si on peut dire. D'accord, mémoricide. Le mot est puissant. Qu'est-ce que l'auteur met derrière précisément? De quelle mémoire parle-t-il? Il parle d'un droit à la continuité historique qui serait bafoué. Il sent une volonté de couper les ponts avec le passé. Et est-ce qu'il y a un événement, un exemple précis qui, pour lui, illustre bien cette idée? Ah oui, très clairement. C'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Ah oui. Pour lui, c'est une vraie blessure française. Les termes sont durs, hein. Nihilisme festif, laid, woke, Woke, ce terme qu'on entend souvent pour critiquer certaines positions progressistes. c'est ça. Pour l'auteur, cette cérémonie, c'est l'officialisation d'une rupture. Il dit que c'est un anti-Puy du Fou. Il va même chercher Baudelaire ou l'image du roi nu dans les contes pour parler d'une sorte de déni collectif face à ce qu'il considère comme une vacuité, une perte du goût français. Waouh. Il cite même Malraux, adressé à bout de bras le cadavre de la France. C'est c'est assez sombre comme image. Et cette vision d'une perte de substance, on la retrouve aussi dans sa critique politique. Ça a l'air assez virulent aussi. Absolument. La critique politique est, oui, acerbe. La Macronie est décrite comme ayant passé un cap ultime dans le délire hallucinatoire. Emmanuel Macron est vu comme un young global leader. Bon, ce terme un peu connoté pour désigner une élite mondialisée qu'il juge hors sol. Déconnecté, c'est ça. Voilà. Flottant dans le costume, gouvernant une France célibataire, dit-il, centrée sur l'instant, pas sur la durée. Et au-delà des personnes, il critique aussi les structures, j'imagine. L'État. Oui, tout à fait. Il pointe une perte de souveraineté, l'OTAN, Bruxelles, Schengen, qui serait une passoire. Et surtout, il analyse les émeutes de 2023 comme un signe de partition du pays. Pour lui, ça montre l'impuissance de l'État régalien qui serait affaibli par la technocratie. D'accord, donc critique politique, critique de l'État, et ça débouche sur une critique de la société française en général. Ben oui, logiquement, il décrit une mutation profonde. On serait passé d'un peuple producteur à un peuple consommateur. Ça donnerait une société froide, impersonnelle, faite de solidaires solitaires. Il dénonce l'individualisme. Et il s'attaque aussi à certains courants de pensée contemporains. Oui, il fustige ce qu'il appelle le wokisme, parfois lié à l'islamo-wokisme ou la cancel culture. Bon, des termes polémiques pour désigner des idées qu'il rejette en bloc. Il critique aussi ce qu'il nomme la théorie du genre, qu'il résume par une formule choc. On peut naître dans le mauvais corps. Pour appuyer cette thèse du déclin, il utilise des parallèles historiques assez forts, non? Oui, la chute de l'Empire romain revient souvent. Ah oui. L'idée d'une démolition de l'intérieur par la dérision, l'insignifiance et le rôle des barbares. Il cite aussi Jacques Attali sur une grande transgression possible, ou l'idée que des avertissements comme ceux de Raspail ou Houellebecq, il cite le califat, oui, le califat islamique, n'auraient pas été entendus. C'est une vision de l'avenir qui semble très angoissée. Oui, clairement. Il a peur que les petits Français deviennent des étrangers dans un pays nominal. Il parle de menaces de partition, de dissociété diversitaire. C'est assez sombre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de l'analyse, il y a une dimension très personnelle. Presque une plainte. C'est-à-dire, comment ça se voit? Par exemple, il exprime sa douleur de voir disparaître le patois de son enfance. C'est C'est la perte de sa France à lui, quoi. Une nostalgie d'une société d'entraide, de liens de proximité qu'il ne voit plus. C'est très viscéral, en fait. Et face à ce constat très noir, est-ce qu'il propose une issue? Y a-t-il une forme d'espoir malgré tout? Oui, quand même. Il appelle à un retour aux racines, à la mémoire comme une force qui peut sauver. Il cite Simone Veil, « du passé seul », si nous l'aimons. Intéressant. Il s'inspire aussi de Solzhenitsyn, des Réfusniks. Il insiste sur le courage face à ce qu'il appelle le déclin du courage. Et puis, l'idée de transmission est clé. Il cite Renan, Péguy, sur une société qui n'ose plus s'enseigner elle-même. Mais il y a cette idée finale que la France peut tomber, mais qu'elle peut aussi se relever.
En somme, si on résume, l'auteur de Mémoricide nous brosse un portrait très personnel, très alarmiste, d'une France qu'il perçoit comme minée par un oubli volontaire de son histoire, menacée d'éclatement. Et il en voit la cause dans les élites et les évolutions récentes. C'est une lecture très angoissée du présent, oui. Très sombre. Mais curieusement, il termine sur une note d'espoir un peu paradoxale, liée à la redécouverte de cette mémoire, à un sursaut possible. Il va jusqu'à écrire « Tout est sauf ». Ce qui nous amène peut-être à une question pour conclure cette exploration. En examinant cette perspective très particulière, quelle place est-ce que la mémoire, qu'elle soit collective ou personnelle, occupe finalement dans notre propre façon de comprendre le présent et d'imaginer l'avenir ?